J'étais au camp de Mauthausen, au titre de rouge espagnol, parce que j'avais fait la guerre d'Espagne. J'ai resté 5 ans. C'était rare avoir resté quand même en vie dans un camp comme Mauthausen, qui était considéré troisième catégorie. Et aussi, je pourrais vous dire que j'ai vu passer et défiler toutes sortes de nationalités et même toutes sortes de couleurs. Même des Chinois, même noirs, qui étaient d'origine espagnole, ce qui est très rare. Hein, parce que l'Espagne, c'est les dernières colonies en Afrique qu'il pouvait avoir. Et donc, à Mauthausen, il y avait un noir, mais noir, qui s'appelait Carlos Graykey. Notre convoi est arrivé donc le 3 février. 3 février, nous étions un millier de femmes. Ça a été le plus gros convoi de femmes qui venaient de toutes les prisons de France. Et parmi ces femmes, il y avait exceptionnellement, nous avons vu qu'il y avait avec nous une jeune femme noire. J'ai une jeune femme, elle était peut-être un peu plus âgée que moi, mais enfin, il y avait tous les âges. Les âges allaient de 18 ans, disons, jusqu'à 60 ans. Elle, je pense qu'elle devait avoir, je ne sais pas, peut-être 35 ans, quelque chose comme ça. Elle paraissait assez flétrie, assez fatiguée physiquement, et le visage marqué, si vous voulez. Où avait-elle incarcérée, je ne sais pas. Certainement qu'ils ne se sont pas gênés pour la maltraiter du fait qu'elle était noire. Et elle est restée là dans notre bloc pendant X mois. Au moment de la guerre, mon frère se trouvait à Paris. Il a été arrêté en novembre 1943 par la Gestapo pour fait de résistance et envoyé dans le camp de concentration de Buchenwald. J'ai été déporté en mars-avril 1944. J'allais donc sur mes 22 ans, j'avais 21 ans. J'étais donc un tout jeune homme. Et pour moi, être emporté dans un camp de concentration quand on a 20 ans, c'est pas marrant. Parce qu'à 20 ans, on pense à autre chose, à courir les filles, aller au bal, etc., à s'amuser et à vivre. Dans le Paris d'aujourd'hui, certaines cicatrices d'hier, surtout celles de la guerre, sont loin d'être refermées. John William n'a rien oublié de ce maudit mois d'avril 1944, son arrestation au lendemain d'un sabotage commis à Montluçon, dans l'usine où il travaillait, et surtout ce train, au départ de Compiègne, pour le camp de concentration de Neuengamme, au nord de l'Allemagne. Le camp et son enfer, le camp et ses hivers, terrible contraste avec le soleil de son lointain pays, la Côte d'Ivoire. Quand on est arrivé au camp, il y avait dans le camp de Neuengamme, où il n'y avait pas une grande colonie
d'Africains et de Martiniquais ou de Guadeloupéens. Nous étions environ une dizaine, 10 ou 12. Je crois que c'est plutôt 10, oui. Et non, la seule chose, le seul incident, ça c'est que quand on est arrivé du convoi, n'est-ce pas, là-bas, nous, les gens de couleur, qui nous appelaient les nègres, ils nous ont fait venir dans un coin ils nous ont rassemblés, fait venir dans une espèce de bloc, qu'ils avaient un bloc, un neubao qu'ils appelaient ça, un bloc tout neuf, en briques rouges, et ils nous ont rassemblés là, et tous les SS se sont réunis pour venir nous voir. Je parle des gardiens, des gardes-chiourmes, pas des officiers. Et ils sont arrivés et ils ont d'abord regardé avec curiosité, et ensuite ils se sont mis à nous toucher la peau. On a dit, tiens, c'est bizarre. Ils touchaient la peau, puis ils se regardaient la main pour voir si ça déteignait, parce que, bon, pour eux, certains, certainement, n'avaient jamais vu d'Africains, et ils trouvaient ça bizarre. Mais ils ne l'ont pas fait dans un esprit, pour nous massacrer, non, pas du tout. C'était une simple curiosité, parce que, bon, on leur avait dit que les Africains, c'était, en fait, comme des animaux, quoi, des hommes de Cro-Magnon, quoi. Et ils nous considéraient un peu comme des hommes de Cro-Magnon ayant aucune culture ni rien du tout. Et ensuite, quand ils nous ont eu touchés, ils nous ont renvoyés dans nos blocs différents. Et bon, ils nous ont foutu la paix. Au camp, il n'y avait que moi qui était vraiment le mieux traité parce que j'étais un mécanicien de précision. Mais les autres, malheureusement, travaillaient dans les carrières, vous savez, en Hambourg, c'est un climat très dur. L'hiver, il fait une température quasiment sibérienne, et pour eux, c'était très dur. Mais il y en avait un parmi nous qui faisait de la boxe. Alors, on a essayé, les Allemands ont essayé de lui faire 2 ou 3 combats de boxe, mais un jour, ça a failli mal tourner parce que il avait été, je ne sais pas quoi faire, pour chercher une gamelle dans un bloc quelconque. Il a été surpris par un SS. Et instinctivement, il s'est retourné et il voulait boxer le SS. Heureusement que les autres déportés ont crié « Non, fais pas ça !» Parce que s'il avait donné un coup de poing à SS, tous les Noirs du camp auraient été pendus. Un jour, un Standartenführer, c'est-à-dire un colonel SS, un Oberst, est arrivé au camp et ils avaient toujours l'habitude de visiter le camp pour voir si tout se passait bien. Et il est arrivé à la Metallwerk où je travaillais. À la Metallwerk, c'était une succursale des usines Walter, les fabricants de Parabellum, de P38. Et c'était là où on faisait vraiment ce qu'on appelle la mécanique de haute précision. Et j'étais donc travaillé à l'outillage. Et ce colonel SS, il est venu jusqu'à mon établi parce qu'il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. On lui avait dit que les Africains étaient des hommes de Cro-Magnon, et ils ne comprennent pas que je puisse, moi, en tant qu'Africain, pouvoir lire les plans industriels, même écrits en allemand, et travailler l'acier au centième de millimètre. Ça l'avait complètement suffoqué. Et quand il m'a observé en travailler pendant bien au moins 10 minutes, et quand il est parti, il hochait la tête vraiment avec une grande interrogation, et certainement que le soir, quand il est rentré dans sa famille, il a dû en reparler parce que ce jour-là, il y a eu une espèce d'ouverture qui s'est faite. Il a dû dire, mais voyons, qu'est-ce qu'on m'a raconté? Certainement que ça a dû le travailler. Je sais que le garçon qui était boxeur, lui, s'en est ressorti. Le petit Sénégalais s'en est ressorti aussi. Mais je crois qu'il y en a la moitié qui sont morts, parce que, vous savez, dans le camp, c'était terrible. Vu le manque de nourriture et les intempéries, un Africain ne subissait pas tellement bien cette chose. Le petit Sénégalais qui s'en est sorti, c'est lui, Dominique Mendy, 86 ans aujourd'hui. Il vit à Dakar. Mendy se trouvait en France au moment de la guerre, à Bordeaux, dans la Résistance. Mais en 1944, il est dénoncé, arrêté, torturé et déporté. Au camp, c'est-à-dire, c'est fait l'ignorant. À la fin, ils m'ont mis comme planton, en fait, si on veut. Planton, calfatre. Les Allemands disent calfatre. Alors, planton, c'est tout ce que j'ai fait. Alors,
j'essaie d'en profiter, à faire en profiter les camarades tant que je peux. Les aides, quand ils m'ont abordé pour me taquiner, me dire pourquoi vous êtes noir, je dis parce que c'est peu de savon ici, je suis noir. Alors ils me donnent le morceau de savon. Ce morceau de savon, j'amène à partager avec les camarades. Pour les pains, je leur dis, je suis sauf ouvre, je suis faim. Alors quelquefois ils m'amènent des pains secs. Les pains secs, j'amène à partager avec les camarades. J'ai reçu cette leçon d'honneur pour les remerciements de ce que j'ai fait. Et l'aide que j'ai fait pour les Français. J'ai sauvé quelques-uns. Et puis je les ai aidés à nourriture et tout. Dans le camp, nous étions des Sénégalais. Sidi Camara et moi. Alors on se voyait de temps en temps. Et quand on se voit, on parlait du Sénégal. On se parlait du Sénégal, on parlait Wolof, ça nous faisait plaisir. Alors Sidi Camara me disait, Mouniel, tôt ou tard, ça finira, Dieu est grand. Ku yaakaar yàlla yaakaar. Il convoyait sur l'île de Gorée. C'est là qu'on embarque des esclaves pour la France, et pour l'Europe, pour l'Amérique et tout ça. Alors les bastonnades, les coups de pied, ceux qui sont morts et peuvent partir, on les laisse là. Et ce qu'on a passé au camp de concentration, moi j'ai passé pareil dans le camp de concentration. C'était la mort ou vivre ou mourir. Alors nous on a passé la même chose comme nos insectes. Nos insectes ont passé par là et nous on a passé la même chose. Barcelone. C'est à Barcelone qu'a grandi l'un des soldats républicains les plus atypiques de la guerre d'Espagne, Carlos Greique. Ses parents, originaires de la Guinée équatoriale, naguère colonie espagnole, avaient émigré ici, au début du siècle. En février 1939, après la victoire de Franco, Carlos s'exile en France, mais quelques mois plus tard, c'est de nouveau la guerre. Il est fait prisonnier et déporté à Mauthausen, où les Allemands vont s'acharner à l'humilier. Je n'avais pas l'habitude de recevoir des gens de couleur noire surtout. Alors ils ont voulu faire une nouveauté dans les camps. Et l'ont habillé avec un costume de la garde royale yougoslave, c'est un costume rouge, très joli. Et alors ils ont fait un groom, si vous voulez, un groom comme il y a dans les grands hôtels, pour servir à table, ou pour ouvrir les portes, les grooms. Alors, mais ça n'a pas plu tout le temps aux SS, ça. Ça ne nous a pas plu parce que eux, ils avaient une éducation tout à fait apartheid.
Voilà, je le dis avec force, apartheid. Donc, quand il voyait ces garçons, il avait la répugnance de les laisser à table, on avait la répugnance qu'on les touchait ses affaires, et alors naturellement, qu'est-ce qui est arrivé, ces gars-là, à force du temps, il de le voir, il a commencé à tomber en disgrâce devant ce contexte. Et alors, à ce moment-là, il a commencé à avoir des difficultés. Heureusement, je vous dire ça franchement, ce n'est pas pour... Je vous ai parlé de Carlos en tant que citoyen espagnol, et nous l'aimions comme ça. Les Espagnols, nous avions une position importante dans les camps. Et nous avons eu à cœur de l'aider, de les sauver, et non seulement de les sauver, je peux vous assurer que ces garçons-là, il est sorti à vie du camp grâce à la grande solidarité qui a existé, surtout des Espagnols pour les considérer comme nous. Voilà, cette photo a été prise par les SS, je ne vais pas dire en quelle époque, mais ça va être en 42 après pareil. Et cette photo a été sauvée par nos camarades espagnols qui travaillaient au laboratoire, qui ont sauvé plusieurs photos qui sont prises par les SS. Et donc cette photo est de Mauthausen, il est habillé avec la livrée de royale yougoslave, et voilà, c'est authentique d'époque. Alors il m'avait raconté, lui, à Carlos, que ses parents étaient de Fernando Poo, que lui est né à Barcelone. Il était élevé dans la culture espagnole et catalane, si vous voulez, par le catalan parfaitement bien. Et en même temps, il est intégré de telle manière qu'il se considérait un citoyen comme un autre. Et ce qui est rare quand même, et que je voudrais que je vous signifie, qu'à l'époque de la République, nous ne connaissions pas beaucoup de gens de couleur en Espagne. Et alors, ce qui est extraordinaire, que tout en ne connaissant pas cette nouveauté, avoir quelqu'un de couleur, on ne les voyait pas comme un homme de couleur. L'intégration était tellement belle, tellement bien faite, qu'on les voyait comme des nôtres. Ce livre correspond à un travail fait par un autre camarade espagnol et moi, pendant toute l'époque de la déportation. Voilà. Ici, il y a la liste de tous ceux qui ont survécu à la déportation. Gré, que, José Carlos. Quand on est né en Allemagne avant-guerre, quand on est allemand et qu'on est noir, le temps n'efface rien. Théodore Michael a vécu de l'intérieur à Berlin la fureur nazie, l'avènement de Hitler en 1933, les lois d'exclusion, la peur, la persécution. Son père, arrivé ici au siècle dernier comme d'autres ressortissants des anciennes colonies du Reich, n'avait pourtant pas connu, lui, un tel racisme. Tout est parti en fait de la défaite en 14-18. L'Allemagne s'est sentie humiliée d'avoir perdu la guerre face à une armée française composée largement de tirailleurs sénégalais. Humiliée encore plus lorsqu'après le traité de Versailles, ces mêmes soldats africains occupent la Rhénanie et en viennent naturellement à fréquenter des femmes de la région. De ces liaisons naîtront environ 800 enfants. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, les nazis s'empressent de stériliser ces bâtards de la Rhénanie, comme on les appelait alors. Les mariages mixtes sont interdits et tous les Noirs sans distinction privés de la citoyenneté allemande. Plus tard, avec la guerre, certains comme Théodore Michael se retrouvent dans des camps de travail, tandis que d'autres sont expédiés dans les camps de concentration. Es gab keine Verordnung, in der alle Schwarzen in ein Konzentrationslager zu bringen sind. Die gab es nicht. Es gab aber die sogenannte Sonderbehandlung. Und wenn man Sonderbehandlung, mich erschauert es heute noch, der Sonderbehandlung unterzogen wurde, dann war das mit Sicherheit tot. Wenn also jemand sich nichts zu Schulden kommen ließ, also auch keine Verkehrsübertretung gemacht hat, dann fiel er den Behörden nicht auf. Aber sobald irgendjemand aus unserem Kreise mit Justiz in Berührung kam, dann war die Sache schon gefährlich. Weil dann schnappte der nationalsozialistische Staat zu. Eine der ganz schwierigsten Geschichten war
die Beziehungen von Menschen so wie ich, afrikanischer Abstammung, mit deutschen Frauen oder Mädchen. Das war insofern fast tödlich, weil dann kam der Paragraph zum Schutze des deutschen Blutes aus den Nürnberger Gesetzen hinzu, nämlich der Begriff der Rassenschande. Und wenn jemand unter diesem Begriff Rassenschande verhaftet wurde, wurde er automatisch der SS-Gesetzgebung überstellt. Und wie gesagt, es war fast tödlich. Also wir mussten, und jeder, auch Propaganda sagen oder etwas gegen den Staat sagen oder gegen die Partei oder irgendwie, alles konnte einem negativ ausgelegt werden. Und in diesem Moment griff der Staat zu und man war weg. So konnte man eben, wenn man nichts tat, sich nicht rührte, kein Wort sagte, war die Überlebensmöglichkeit vorhanden. Die Nazis, eines der ersten, was sie machten, ist ja, dass sie die Nürnberger Gesetze einführten. Und die Nürnberger Gesetze, da stellt man sich immer vor, dass sie die Juden verfolgten, nur die Juden verfolgten, was es gar nicht waren. Außerdem stellt man sich vor, dass das ein Gesetz war. Es waren mehrere Gesetze. Und zwar waren es das Reichsbürgergesetz, es war das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, unter denen keine Verbindung von Ariern zu Nicht-Ariern hergestellt werden durfte. Und in den späteren Kommentaren dazu wurden die Schwarzen, die Neger und ihre Abkömmlinge eben darunter genannt. Ich habe hier den Kommentar von Globke, der das gemacht hat, zusammen mit einem Herrn Stuckert, ein Professor. Hans Globke ist ganz ein bedeutender Mann, der auch nach dem Zweiten Weltkrieg unter Adenauer eine Rolle spielte, weil er nämlich Staatssekretär im Kanzleramt war. Und da steht wörtlich im Kommentar, ob ein Ehehindernis nach Paragraph 6, der bezieht sich auf das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, vorliegt, wird sich meist von den Verlobten vor dem aufgemäß dem Runderlass vom 26. November 1935 beizubringenden urkundlichen Nachweisen ihrer Abstammung. Das heißt Geburtsurkunde, Heiratsurkunde der Eltern und so weiter. Da steht, man denke zum Beispiel an den Fall, dass ein Verlobter offenbar, nicht aus den Dokumenten erkennbar, aber offenbar, das heißt par view, einen Einschlag artfremden Blutes, zum Beispiel von Negerblut, aufweist, ohne dass sich aus den Urkunden Anhaltspunkte dafür ergeben, woher dieser Bluteinschlag stammt. Und das geht weiter. In diesem Zusammenhang ist zu denken an die Negerbastarde aus der Zeit der Rheinlandbesetzung. Das heißt, das ist ein Kommentar, das heißt, die Gesetze wurden damit kommentiert und wurden damit rechtskräftig. Es konnte also nach diesen Gesetzen und nach 1935 keine Ehe zwischen einem Nicht-Arier und einem Arier geschlossen werden. Unter die Nicht-Arier fielen vor allen Dingen die artfremden Blutes waren, Juden, Zigeuner, Schwarze. Husen war während des Ersten Weltkrieges war Soldat in der deutschen Schutztruppe unter Letto Vorbeck hieß der Kommandeur.
in Tanganyika. Und er ist nach Deutschland und danach nach Deutschland gekommen. Er war übrigens Träger des Eisernen Kreuzes zweiter Klasse, war also dekorierter Kriegsheld. Und er lebte dann in Berlin. Soviel ich weiß, war er damals, ist er gekommen als Lektor für Swahili. Und also in den 30er Jahren, nicht? Das spielt ja in den 30er Jahren. Und Husen war wohl verheiratet und hatte 2 Kinder oder 3 und hatte aber auch noch ein Verhältnis mit einem anderen Mädchen oder jungen Frau und bekam mit der einen Sohn. Und bei der Registrierung des Sohnes am Standesamt fiel der Husen auf. Er wurde der Rassenschande beschuldigt nach dem Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und wurde verhaftet und vor Gericht gestellt. Ob er verurteilt worden ist, in dem Sinne weiß ich nicht. Auf jeden Fall kam er gleich in die Sonderbehandlung ins Konzentrationslager, soviel ich weiß, war es Sachsenhausen. Und dieses Konzentrationslager, da war er nur ganz kurze Zeit und dann war er schon tot. Mir sind noch einige Fälle bekannt zu Ohren gekommen, über die man damals in Berlin sprach, unter uns sprach, aber ich kann deren Namen nicht mehr zurückverfolgen. Ich weiß nicht, wer es war, genauso eben wie mit der Sterilisation. Mir wohl einige bekannt sind, ich aber auch die Namen weitgehend vergessen habe oder sind in den Hintergrund gedrängt. Wie die ganze Zeit, muss ich dazu sagen, sehr bei mir verdrängt worden ist, weil sie eben so negative Aspekte beinhaltet. Erst jetzt in den letzten Jahren fange ich an, diese Geschichten aufzuarbeiten, auch bei mir persönlich. De la Seconde Guerre mondiale, René Hautecoeur garde à la fois le souvenir de son engagement dans la résistance et de sa déportation, un soir de février 1944 à Ravensbrück. Dans son convoi se trouvait également une jeune femme africaine. Elle était originaire, on le sait aujourd'hui, du Cameroun et s'appelait Erika Ngando. Mais au camp, ses camarades lui avaient donné un surnom. Ce sont les camarades qui se trouvaient du même côté du bloc qu'elle. Est-ce qu'elles n'ont pas bien compris son nom, qui devait être un nom, je ne sais pas de quelle origine elle était, si elle était du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas de quel côté, de quel pays elle était en réalité. Et bon, tout simplement, les camarades l'ont surnommée Blanchette, ouais, pas par dérision, mais très amicalement, parce qu'il n'y avait pas de question de se moquer d'une camarade qui avait les mêmes problèmes que nous. Voilà, ça c'est certain. J'ai toujours eu, si vous direz, je vous dirais, la curiosité et l'attrait et l'étonnement de voir cette femme. Et je voulais savoir, est-ce qu'elle a été employée de maison chez quelqu'un, comme nous avions beaucoup de nobles dans d'autres convois? Est-ce qu'elle a été employée là? Elle m'a dit non, non. Je n'ai pas eu beaucoup d'explications. Je lui ai dit, mais où travaillais-tu? D'où viens-tu? Elle était assez renfermée, certainement traumatisée de se trouver là, et je n'ai pas pu avoir grand-chose de sa part. Et ses camarades me disaient, qui étaient avec elle du même côté dans le bloc, me disaient tout le temps, elle dit j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Ça c'était un leitmotiv chez elle. C'est tout ce qu'on pouvait en tirer, c'est tout ce qu'on pouvait en tirer. Cette femme noire, il n'y avait pas de couleur de peau qui joue, elle devait faire les mêmes travaux que nous. Ça, il n'en tenait aucun compte. Une femme âgée ou une jeune femme devait faire les mêmes travaux que nous. Elle tombait, si elle tombait, évidemment, pour elle, c'était évidemment. Mais les mêmes travaux, dessoucher, assécher les marais, rouler les grandes roues de pierre pour écraser le bâche-fer.
tout ça, elle a été susceptible de le faire parce que nous étions condés, on ne disait pas toi et toi et toi, on disait il en faut 30, on prenait les 30 premières et elle se trouvait dans le lot pour faire une chose ou une autre, comme de toutes. À mon avis, elle n'a certainement pas survécu très longtemps. Au début, on ne gazait pas systématiquement, hein, d'autant que nous, la chambre à gaz n'a été installée qu'un petit peu plus tard. Mais enfin, le froid, la faim, les mauvais traitements étaient suffisants pour faire mourir quelqu'un, ça c'est certain. Et je pensais qu'elle n'était pas armée, si on peut dire, pour supporter la misère du corps, hein. Ça c'est certain. C'est en Auvergne, à quelques kilomètres de Vichy, que vit une partie de l'année Christian Nicolas. Christian Nicolas avait un frère dans la Résistance qui fut arrêté à Paris en 1943, envoyé à Buchenwald, puis à Dora, et qui reste à ce jour un véritable cas dans l'histoire de la déportation. Un cas du fait déjà de ses origines, il était haïtien, mais un cas surtout parce qu'il a réussi à mystifier les Allemands en se faisant passer tour à tour pour un aviateur américain, un espion et même un médecin. Mon frère est resté un moment à Buchenwald. Il a été envoyé ensuite dans le camp de concentration de Dora, où il s'est fait passer pour un médecin noir américain et a soigné des malades et a même sauvé des vies. Il s'est fait passer pour un médecin américain dans le but de se faire envoyer dans un camp de prisonniers. Mais en fait, les Allemands ont toujours une espèce de suspicion contre ce déporté un peu spécial qui s'exprimait, qui parlait avec d'autres déportés, russes, polonais, et ça les intriguait, et ils l'ont toujours pris plutôt au fond d'eux-mêmes comme pour un espion. Les déportés ont été reconnaissants d'abord au camp même, en lui témoignant toutes sortes d'expressions de sympathie. Et c'est ainsi que même au procès de Nuremberg, il y a un témoin qui a témoigné, qu'il avait connu un médecin noir américain qui se faisait, que tout le monde appelait John Nichols, alors qu'en réalité il s'agissait de Jean Nicolas, et qui les avait soignés, qui avait soigné beaucoup et avait sauvé pas mal de vies. Alors à la vérité, mon frère n'était pas médecin, mais en revanche, je sais que c'était un homme tellement intelligent qu'il avait une telle capacité d'assimilation et en langue et un petit peu dans tous les domaines, et que j'ai été surpris sans l'être. Surtout que, me rappelant qu'il avait travaillé à la Martinique pendant quelque temps à l'hôpital de Fort-de-France. Et là, sans doute, qu'il aurait appris beaucoup de choses médicales et connaissant sa faculté d'assimilation lui permettait non pas de tromper, mais de pouvoir les autres et de pouvoir leur faire confiance au point qu'il lui permettait d'approfondir ce qu'il avait appris pour pouvoir soigner comme un médecin. Par rapport aux Allemands, mon frère devait intriguer. D'abord parce qu'il était noir, on se demandait comment un noir qui, en principe, aurait plutôt tendance d'être plus ramassé ou bien plus soumis, par exemple, les regardait fixement et savait leur répondre. Quand je n'ai rien entendu, mais je suis certain que c'est un homme qui savait leur répondre. Soit ironiquement, soit avec une autorité qui ne prenait pas ni les Allemands ni pour une insulte, ni pour une menace, et débouchait même peut-être sur un sentiment, disons d'étonnement pour le moins, pourquoi pas dire peut-être d'admiration. Parce que ça, c'est extraordinaire, je vous dis, cet homme. Fantastique. Moi, alors, comme ma mère, je me souviens quand on l'évoquait Jean, et alors ma mère, très fière, disait, c'est ce ventre qui l'a porté.
Vers la fin de la guerre, il a été déporté dans un autre camp, qui a fait l'objet de massacres de massacres systématiques des déportés de la part des Allemands au moment où la progression des Américains leur a fait perdre littéralement la raison. C'est ainsi que les Américains ont pu le sauver en quelque sorte à temps du massacre et le ramener sur Paris. Il a été d'abord amené à l'hôpital américain à Neuilly, et sur sa demande, il a été transféré à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, où j'ai eu l'occasion de le voir dans un état vraiment triste. Il souffrait atrocement, physiquement, de sa maladie de poumon et cérébralement aussi. J'avais l'impression qu'il était dérangé, parce qu'il évoquait tout le temps de ses conversations, avec des gestes à l'appui, des situations on sent qu'il avait vécues. Et il est mort le 4 septembre 1945 à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il y avait en Belgique aussi, sous l'occupation allemande, un réseau de résistants particulièrement actifs, le MNR, le mouvement national royaliste. Il s'étendait sur tout le territoire, y compris ici à Malines. Jean Volkart en faisait partie jusqu'à son arrestation en mai 1942. Il sera d'ailleurs arrêté le même jour que l'un de ses amis d'enfance, originaire du Congo belge et résistant comme lui, John Vosté. Tous deux seront déportés à quelques mois d'intervalle à Dachau. Moi, je suis arrivé en septembre 1944 à Dachau. Mais je ne sais, Johnny était déjà à Dachau. Parce qu'il est parti quand on était dans un petit camp d'Esterwege. Alors Johnny est parti à la prison de Graz en Autriche. Et après, il est de nouveau revenu à Dachau. Et c'est à Dachau que j'ai de nouveau vu Johnny. Et c'est à ce moment-là qu'il a appris que moi j'étais là. Alors il a cherché après. Parce que moi, personnellement, j'étais dans la baraque quarantaine, qu'on disait. Alors Johnny a porté le soir un morceau de croûte, un morceau de pain. Parce que Johnny devait travailler au commando crucifix. Mais je ne sais plus exactement de ce que c'était. C'était pour les avions, je ne sais plus. Mais ceux-là qui étaient au commando, ils pouvaient se promener de l'intérieur du camp. Il a aidé beaucoup de Belges. Beaucoup. C'est un garçon très gentil. Il connaissait la fraternité. Hein. On ne sait pas dire de méchanceté. Très gentil. Il y a encore. Non, il est mort. Malheureusement. Parce qu'au fond, je l'ai dit carrément, il a sauvé ma vie. Johnny. Il a sauvé ma vie. Parce que il y avait plusieurs prisonniers qui devaient partir. Moi, je ne savais pas. Hein. Mais Johnny savait qu'il était rasé à Arnhem. Et comme on m'a pris, comme j'étais handicapé, donc j'étais incapable de travailler encore, on m'avait pris. Alors Johnny savait que j'étais avec. Alors Johnny est en plein. Il a dit, pas dehors. Alors j'ai tiré dehors. Et il y avait un autre prisonnier qui était parti avec le convoi pour raser. Et moi j'étais sauvé. À cause de Johnny, je suis au fond sauvé, parce que quand Johnny avait pas fait ça, alors on ne parlait déjà plus de moi, j'étais déjà longtemps rasé. Ça c'est moi. Et ça c'est Johnny. C'est la dernière photo
qu'on a fait avec Johnny. Moi, j'ai le souvenir de lui qu'il m'a sauvé ma vie. Il a sauvé ma vie, ça c'est la chanson. Ça c'est... ça j'oublie jamais. Hein. Ça j'oublie jamais. Et ça je dis souvent, ou quand nous sommes ensemble avec les amis, que Johnny a sauvé ma vie. Combien étaient-ils, les Noirs dans les camps de concentration? Combien ils sont morts? Combien ont survécu? Impossible de le savoir, car à l'époque, les déportés étaient classés en fonction de leur pays d'origine. Or voilà, en ce temps-là, c'était encore les colonies. Les populations d'outre-mer n'avaient pas de nationalité propre, mais celle de leurs métropoles respectives. Un contexte qui, cependant, n'a pas eu d'incidence sur les relations des uns avec les autres. Il n'y avait pas de racisme, pas du tout. Alors là-bas, c'est formel. Absolument pas. Et je vous dirai pourquoi. Parce qu'il y a eu des gens qui venaient d'Afrique du Nord, qui étaient des gens qui étaient assez bruns. Et bon, ces gens-là, c'était des combattants, c'était des Marocains ou des Tunisiens. Il n'y avait pas beaucoup, mais il y en avait. Et on les respectait. Non, vous voyez, dans les camps de concentration, il y a eu une solidarité extraordinaire. Et cette solidarité, elle était tellement grande qu'il ne confondait pas toutes ces choses-là. On n'avait pas le temps d'y penser et on ne voulait pas y penser. Ça veut dire, on s'est guéri des mal comportés d'une éducation fausse. On était guéri. Je parle pour l'ensemble. Hein. Je parle pour l'ensemble. Il y a eu toujours des exceptions. Il y avait une solidarité complète entre les déportés. La seule différence qu'il pouvait y avoir, c'était au point de vue des nationalités. Mais entre Français, il y avait une solidarité complète, et quand un Français était en difficulté, les autres Français l'aidaient tout de suite. Maintenant, vous dire que les rapports étaient les mêmes avec les Russes, avec les Polonais, avec les Tchèques, ça c'est d'autre chose, parce que déjà dans la vie courante, on a souvent des rapports tendus vis-à-vis par exemple des émigrés en France, dans un camp de concentration, quand c'est la course à la nourriture, on est tous face à la mort, et un morceau de pain c'est une aubaine extraordinaire. Il est évident qu'il y a eu quelquefois de graves conflits entre déportés, mais c'était toujours entre communautés différentes, de langues différentes. Si vous n'aviez pas le moral, si vous n'aviez pas foi en quelque chose, la fin était très rapide. Parce que les 2 ou 3 premiers mois, le corps se desséchait complètement par manque de substance. On devenait très maigre. On pesait entre 33 et 45 kilos pour des gars entre 1m70, 1m80, 1m90. On était vraiment des cadavres ambulants. Or là, c'est le moral qui tient. Alors le moral pour un chrétien, c'est de croire en Dieu, d'avoir foi en Dieu. Pour celui qui a une famille, c'est de penser à sa femme et à ses enfants. Moi, j'étais célibataire, donc mon refuge, c'était de croire en Dieu, en la religion. Et j'ai puisé ma force beaucoup en pensant au Seigneur, en disant « aide-moi, aide-moi, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas ». Et ça a été un très grand réconfort pour moi. Et si j'en suis sorti, c'est certainement grâce à ma foi chrétienne. Il m'en a parlé, bon, pas quand j'étais toute petite, bien sûr, mais à partir de l'âge de 8-9 ans, c'est vrai que là, j'ai pris conscience que mon père avait été déporté. Parce qu'avant, bon, ça me semblait un peu flou. Bon, il y avait quelques images dans la maison, mais bon... Et là, bon, à partir de cet âge-là, il m'a parlé d'un livre qu'il avait dans le coin du salon. Il m'a dit, écoute, non, ne le regarde pas tout de suite, parce qu'il y a des images un peu fortes. Alors évidemment, moi, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller regarder quand il avait tourné le dos. Et là, bon, j'ai vu des images, j'ai lu un peu, et je me suis rendu compte que, bon, de ce qu'il avait traversé. C'est vrai que ça a été un des plus gros chocs, c'est vrai, de ma vie. Bon, après, bon, il y a déjà eu ce livre où il y avait des images où, évidemment, il n'y avait pas mon père, mais... si je voyais une personne de couleur hein, parmi les gens que je voyais dans un état pire que lamentable, je le voyais lui. Et ensuite, bon, quand j'allais au cinéma, je me souviens d'un film, je devais avoir 13 ans, qui est sorti avec Robert Redford sur les prisons, sur les conditions des prisons aux États-Unis. Et il y a un passage où quelqu'un de la prison tabasse un noir. Je n'ai pas pu supporter, je suis sortie. Parce que moi, je voyais plus la prison aux États-Unis, je voyais le camp, je voyais mon père, je voyais le racisme. Et pour moi, je m'en souviendrai certainement aussi longtemps.
nous avons tous eu beaucoup de chance. Hein. Enfin, il est rentré, on estime, à peu près 20% des déportés en général. Il est évident qu'il fallait avoir beaucoup de chance et je pense qu'un homme de couleur comme un juif qui ont survécu ont encore eu plus de chance que les autres parce qu'ils avaient plus de raison d'être martyrisés, d'être l'objet de mesures brutales, d'être affectés à des travaux particulièrement humiliants ou fatigants, etc. Il y avait, qu'on le veuille ou non, de la part des nazis, la haine, tant pour la race juive que pour la race noire, il n'y a pas de doute. Et donc, ceux qui ont réussi à y survivre ont, d'une part, eu plus de chance et aussi ont sans doute dû faire preuve de plus de volonté, de plus d'optimisme aussi. Eh bien, moi, quand j'ai été arrêtée, j'avais 18 ans. Je connaissais peu l'histoire des Noirs et de la déportation à Gorée. Et puis, après la guerre, j'ai réfléchi à tout ce qui avait été dans l'histoire de l'humanité, des crimes contre l'humanité. Et là, c'est là que j'ai découvert la situation des Noirs enlevés, justement, pour un profit économique regroupé par la force, enchaînée et qui partait de Gorée. Et vraiment, je me suis sentie très proche de ces femmes et de ces enfants, vous voyez, qui partaient là enchaînés. Car c'était une main-d'œuvre humaine considérée comme des esclaves. Enfin, ils étaient esclaves et nous, on a été aussi traités comme des esclaves. C'est l'hommage de ceux qui ont survécu à ceux qui ne sont plus, cérémonie du souvenir au monument aux morts de Strasbourg, en ouverture du congrès annuel des anciens déportés et anciens résistants. C'est un souvenir douloureux, mais en même temps, c'est un plaisir de retrouver tous ces rescapés qui ont pu surmonter ces affreuses choses et de pouvoir parler ensemble de l'avenir. De pouvoir parler ensemble de l'avenir pour que ces choses-là ne recommencent jamais. Yoshi.